Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien aujourd'hui, je vous présente la troisième vidéo sur le Z6 III et c'est le retour de tous mes tests effectués en photo qu'on va regarder aujourd'hui. Donc j'ai fait plus de 7000 photos depuis que j'ai acquis le Z6 III et dans différents styles de photos. Donc aujourd'hui, c'est ça que je vais vous présenter, soit la photographie d'oiseaux et animalières. Ensuite de ça, on va toucher à la photographie sportive, la photographie de paysage et urbaine et la photographie de portrait là, que je vais vous montrer que j'ai utilisé en lumière naturelle, avec des flashs et aussi avec une lampe LED. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder. Et aussi, on va voir d'autres volets dans cette vidéo-ci, soit que je vais vous faire une démonstration de l'autofocus en très faible lumière ambiante. Ensuite de ça, je vais vous montrer des plans vidéo entre le Z6 III et mon Z30 pour le tournage de mes capsules. Donc, vous allez pouvoir voir de quelle façon se comporte le Z6 III par rapport au Z30. Ensuite de ça, on va parler de la plage dynamique du capteur. Et finalement, on va regarder les points forts et les points faibles du Z6 III. Donc, avant d'aller voir les photos vraiment là, que j'ai testées, je veux seulement vous dire que, tout d'abord, toutes les photos que vous allez voir, il n'y a aucune modification apportée de l'extérieur, soit avec des logiciels quelconques ou quelque chose comme ça. Vous allez voir, il y a une photo là, quelque part que j'ai mis du topaz de noise et ça sera indiqué à ce moment-là, mais toutes les autres photos ont vraiment été tirées à partir du logiciel de Nikon NX Studio. Et le seul débruiteur que j'avais, c'était celui dans l'appareil. Donc, j'avais mis mon débruiteur d'ISO à normal. Donc, c'est ça qu'on va aller voir directement sur les photos que j'ai tirées des RAW ou des NEF. Et bon, c'est l'avantage de travailler avec le logiciel de NX Studio parce que je peux récupérer à ce moment-là qu'est-ce que j'ai mis dans l'appareil comme réglage. Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Et aussi, vous allez voir que des fois, vous allez vous dire, en voyant les datas que j'ai mis sur chaque photo, les ouvertures, la vitesse, l'ISO, le type d'objectif que j'ai utilisé. Bref, vous allez avoir toutes ces informations-là et sûrement qu'il va y avoir certaines photos que vous allez vous dire, bien, pourquoi il a mis autant de vitesse que ça, il aurait pu baisser ses ISO. Bien, c'est voulu. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment toucher dans à peu près toutes les gammes de ISO possibles, donc vraiment du 100 ISO, mais aussi dans les très hauts ISO. Donc, c'est pour ça, ne vous en faites pas, j'aurais pu faire mieux, oui, mais c'était vraiment dans le but de vous démontrer les tests que je m'en viens vous présenter. Donc, on passe aux tests photo maintenant. Les photos d'oiseaux et animalières. Donc, tout d'abord, mes premiers tests que j'ai faits, vous l'avez sûrement vu dans la vidéo avec le 28-400 que j'ai réalisé récemment. Et ça sera une série de photos là, réalisées avec cet objectif-là et le Z6 III. Donc, comme on peut voir ici, là, vous avez toutes les données au bas de chaque photo. Je ne vous les nommerai pas tous parce que sinon, j'ai plus de 100 montages comme ça va prendre du temps. Donc, vous allez pouvoir faire un arrêt sur image au pire des pires, puis vous allez voir les photos et les données. Donc, on peut voir qu'à 720 ISO, là, c'est très, très net, déjà au départ. Ensuite de ça, encore ici, une photo du canard là, que je me suis mis vraiment sur le plan d'eau. Et ça, vraiment, l'écran qui est sur rotule aide beaucoup dans ces cas-là. Et ici, la même photo agrandie à 200% et on est à 1000 ISO. Donc, comme vous voyez, là, on a une très, très belle netteté et je suis à 200%. Les photos suivantes, qui vont avoir deux photos comme ça ici, bien c'est la photo en médaillon que vous voyez qui est à pleine entière, alors que la plus grosse photo, c'est que j'ai agrandi à 200%. Et là, le but de cette photo-là, c'était pour vous démontrer que même à travers des branches, à travers des herbes hautes, bien l'autofocus était conservé. Encore ici, c'est pour vous démontrer le suivi autofocus. Donc, j'ai vraiment eu un très, très bon suivi en tout temps de l'autofocus. On verra un petit peu plus loin en détail au point de vue de la photo sportive, mais c'est pour vous indiquer que le suivi se fait même sur le rebord du viseur.
Ici, une photo à 9000 ISO, donc j'étais vraiment là dans un sous-bois et c'était très sombre avec peu de contraste, donc ça vous démontre les capacités du capteur. Ici, une libellule, encore là, avec toujours le 28-400 mm. Et les photos ont toutes été prises à pleine ouverture. Ici, c'est pour vous montrer que l'autofocus du Z6 III, malgré qu'il n'y a pas l'option seulement des oiseaux, bien ça représente quand même un bel avantage dans le sens que je n'ai pas eu aucune difficulté là, à passer d'un oiseau à un mammifère. Comme là, je posais le canard et tout à coup est arrivé un siffleux et j'ai pu le prendre là, sans avoir à changer d'autofocus, à faire quoi que ce soit. Les yeux ont été tout de suite détectés et ça a très, très bien là, suivi le siffleux. Même chose ici avec l'écureuil que je suis en train de prendre en photo et que j'ai tourné ensuite de ça, vers un oiseau, un goéland. Donc, on voit là vraiment que on peut passer d'un à l'autre sans difficulté. En tout cas, moi, j'ai eu aucune difficulté. Dans la prochaine série, bien, ça sera avec le 180-600 mm que j'ai fixé au Z6 III. Et on voit là sur mes mangeoires et buvoirs à colibri, bien, le résultat obtenu, vraiment, c'est excellent. J'ai eu aucune difficulté pour l'autofocus. Ensuite de ça, ici, c'est toujours au parc des Miserets. Et encore là, comme on voit là, avec le 180-600, je vous le dis, ça fait vraiment un bon mariage, ce combo-là, comme le 28-400. Et sur la prochaine photo, c'est pour vous montrer, malgré qu'est-ce qu'on entend parler, au point de vue du range dynamique, on voit que tout d'abord que la mouette, elle est une partie dans l'ombre, puis une partie qui est au soleil. Donc quand même, j'ai pu récupérer sans faire de tricherie, tout simplement en augmentant mes basses lumières. Et aussi, à 200 bien, on voit que l'autofocus sur l'œil est vraiment là, très bien suivi parce qu'on voit que le bec là, est déjà flou là, par la suite. Donc, vraiment, là, encore là, très bon suivi et détection de l'œil de l'autofocus. On va voir comme sur la photo suivante, même si l'œil est dans l'ombre, mais qui est détecté quand même. Donc, et là, je suis agrandi à 200 Encore une photo avec un suivi de l'œil. Je vous le dis, le canard se faisait aller, se grattait les plumes, puis bon, j'ai aucune difficulté à que l'autofocus trouve l'œil et suive l'œil. Encore là, un canard qui se promenait à travers des herbes. Donc, et là, j'étais à 900 mm en DX. Donc, la photo a été prise en demi-capteur, si on veut. Et bon, on peut voir là, le résultat obtenu, là, c'est fabuleux. Même chose ici pour vous démontrer que même si le suivi de l'œil, on perd l'œil, bien c'est la tête de l'oiseau qui est détectée. Donc, c'est pour vous démontrer que malgré qu'on a perdu l'œil en dehors du viseur ou du capteur, bien à ce moment-là, l'autofocus a quand même décelé la tête et a conservé le tout au foyer. Toujours une série avec le suivi de l'œil. Même chose ici. Donc, on peut voir qu'on a une très belle netteté de cet objectif-là et du Z6 III. Encore une fois, on voit ici, c'est pour démontrer le suivi de l'œil, donc vraiment sur le rebord, et on a une très belle netteté à 200 Toujours la même chose. Et ça, c'est le chien de mon ami Mario, donc ceux qui me connaissent savent que je l'ai déjà pris en photo. Donc, vraiment un très bon chien. Il s'est pris avec le 85 mm, 1.8. On était dans la véranda, donc je faisais un test rapide et vous voyez comment que l'œil est net. C'est aucune difficulté malgré que le chien était de profil. Maintenant, les photos sportives. Je me suis rendu au centre Acrobatics qui est tout près de chez moi, un centre d'entraînement de saut en ski. Fait que ceux qui ont vu la capsule sur le 28-400, vous allez voir quelques photos, vous allez reconnaître. Donc, qu'est-ce que je veux vous illustrer ici? Ce sont les sauts et, bon, comment que je m'y suis pris. Donc, on voit là sur la photo de gauche, qu'est-ce que je fais, que ce soit là sur un tremplin au centre ou celui qui est avec une flèche jaune, c'est que je mettais mon focus à cet endroit-là en attendant que le skieur apparaisse dans le viseur et c'est à partir de là que je commençais à prendre des photos. Donc, c'est pour vous illustrer comment que je me suis pris pour faire le suivi autofocus.
Et tout d'abord, bien, on peut voir ici une série de 3 photos que j'ai prises de l'athlète et qui, bon, ils atterrissent dans une piscine. Et pour ceux qui n'ont pas vu la capsule sur le 28-400, bien, les bulles qu'on voit dans la piscine, bien, c'est pour amortir la chute du skieur, de l'athlète, lorsqu'il arrive dans la piscine. C'est un petit renseignement pour vous. Ensuite, ici, sur cette photo-là, c'est pour vous démontrer que les skieurs, même si la tête est petite dans le cadrage de gauche, bien, le focus a demeuré vraiment sur le skieur, même si j'ai d'autres visages qui sont en arrière. J'étais à priorité aux yeux, donc vraiment pas avec un cadrage plus serré pour m'assurer que ce soit uniquement cet athlète-là, mais vraiment là, sur l'automatique sur les yeux. Même chose ici, encore une fois, on voit l'athlète qui arrive dans la piscine. Ici, c'est pour vous démontrer, encore là, la performance à 1100 ISO. Donc, et j'avais aucun débouteur sauf que celui dans l'appareil. Et comme vous voyez sur la photo en médaillon, la pleine photo, la tête est vraiment petite et la mise au point n'a eu aucune difficulté à aller chercher le visage. Encore une fois, ici, une photo agrandie à 100 pour vous démontrer, on voit les gouttelettes d'eau au visage. Comme on a un 24 mégapixels, on va s'attendre à voir ça sur un Z9, un Z8, mais quand même, la résolution là, du Z6 III est quand même excellente. On peut voir là, les détails quand même des gouttes d'eau lorsque le skieur frappe l'eau et la chute est amortie. Donc, ça sort du casque, l'eau contenue d'avant les sauts précédents. Ici, encore une fois, agrandi à 100 pour vous démontrer le suivi que j'ai eu des yeux ou du visage. Et même si le skieur était à l'envers, on peut voir que les skis qui sont pointés par des flèches jaunes sont flous et le visage du skieur est très net. Donc, encore là, une très belle performance. Maintenant, j'ai rencontré quelques problèmes à l'occasion, surtout avec le 28-400, où je perdais le suivi autofocus. Et là, quand je me suis aperçu, contrairement au Z9, j'ai eu comme une réaction beaucoup plus rapide pour recouvrer l'autofocus. Donc, qu'est-ce que je faisais lorsque je voyais dans le viseur que j'étais plus au focus? Je relâchais mon déclencheur et je reprenais tout de suite. Et à tous les coups, il a détecté le skieur où il était rendu et j'ai pu par la suite faire la série de photos. Donc, un petit truc pour vous à connaître sur la séquence suivante, toujours avec le 28-400, même chose, on voit la première photo, j'étais complètement là, flou, donc il avait perdu complètement le focus et tout de suite, en relâchant et en reprenant le déclencheur, j'ai pu suivre l'athlète jusqu'à son amérissage. Et là, j'ai coupé la série de photos parce qu'ils étaient tous nets, là, fait que c'était pour vous démontrer. Et ici, une petite vidéo en rafale d'un athlète que j'ai fait en suivi. Je suis retourné par la suite avec le 180-600. Donc, mes premières constatations, c'est que l'autofocus est un peu plus collant ou qui va coller plus sur le sujet qu'avec le 28-400 mm. Et j'ai eu un peu moins d'échecs avec le 28-400, donc vraiment une très belle combinaison. La netteté est au rendez-vous aussi, une meilleure netteté qu'avec le 28-400. Et ici, 2 photos dans l'eau, toujours au 180-600. Et là, on a le visage sur la photo de droite qui est partiellement dans l'ombre. Donc, quand même, là, une belle performance du capteur. Toujours au 180-600, donc pour vous illustrer la netteté, mais ça a été détecté quand même le visage, malgré la petite espace que prend la tête sur la photo de gauche. Et on voit le suivi à droite, même si on ne voit plus le visage de l'athlète, bien le casque est quand même détecté. Même chose ici, le suivi sur les yeux, donc 3 photos d'une série que je vous montre, à 2500 ISO, il ne faut pas oublier, donc quand même là, excellent. Ici, encore une fois, pour vous démontrer que le skieur a été détecté, peu importe l'arrière-plan. Donc, j'ai un arrière-plan qui est assez détaillé sur la photo de gauche
Et bon, il n'y a eu aucune difficulté à aller chercher les deux angles. Encore une fois, des skieurs dans l'eau, donc pour vous démontrer comment c'est vraiment net. Encore une fois, un suivi, et je pourrais vous dire, là, c'était le même tout le long avec le 180-600 et j'étais de face. Donc, encore beaucoup plus difficile pour l'autofocus que lorsque je suis de profil. Donc, j'ai eu aucune difficulté. Maintenant, les tests en photo de paysage et urbaine. Et vraiment, la photo de gauche et de droite, c'est deux photos que vraiment, personnellement, moi, j'adore parce qu'on a du détail sur celle de gauche et sur celle de droite, bien, il y avait une petite éclaircie dans le sous-bois du soleil à travers les branches et c'est ça que je suis allé prendre. Donc, vraiment, là, très, très bon comportement de l'appareil. Même chose encore une fois pour démontrer la netteté et j'étais avec le 28-400. Et sur la photo suivante, au 180-600 mm, donc je suis avec une ouverture de 6.3 et à 4000 ISO, donc à 100%, on voit là, quand même que c'est très propre là, pour uniquement le débuteur de l'appareil photo. Même chose ici, encore une fois, et là, je suis à 6400 ISO, agrandi à 200%. Donc, vraiment, je vous le dis, on est très loin des appareils qu'on avait autrefois. Là, écoutez, moi, pas grand-chose à dire au point de vue des performances en haut ISO. Ici, une photo agrandie à 100%, à 6400 ISO, encore une fois. Maintenant, un clocher d'église que j'ai pris là, en cours de route lorsque je me promenais. Et une tour d'observation de la ville de Québec. Ensuite de ça, ici, c'est un bâtiment pris en noir et blanc directement dans l'appareil photo. Donc, j'ai testé aussi le noir et blanc et tout ça. Donc, on peut voir sur la photo ici aussi comment que on a un bon rendu du noir et blanc dans l'appareil. Donc, pour moi, c'est important parce que je suis un grand amateur des picture control. Et ça ici, c'est lorsque je suis allé faire le shooting d'un portrait avec Geneviève, bien, c'est une photo que j'ai prise pendant la session de portrait. Et c'est le château Frontenac et on voit là, agrandi à 200% à 1.8 avec le 85 mm. Donc on voit là que c'est quand même très, très net. Même chose ici, une affiche d'un commerce, donc pour toujours démontrer la netteté à 200%. Même chose avec un escalier. On passe maintenant en portrait avec flash et en lumière naturelle. Donc, tout d'abord, je me suis rendu au bord d'un petit lac avec Mélanie. Et bon, la photo de gauche est en lumière naturelle, donc aucun flash. Et par la suite, j'ai utilisé un AD300 Pro, toujours avec le 85 mm. Et écoutez, quand on regarde les résultats de la peau, la profondeur de l'image, moi, en tout cas, j'ai absolument rien à redire au point de vue du portrait de cet appareil-là. Même chose ici, j'ai à la gauche des photos le AD300 Pro, car le soleil était à la droite, du côté du drapeau des pirates. Et à ce moment-là, bien, j'ai utilisé le flash pour venir remplir les ombres. Et voilà qu'est-ce que ça a donné. Ici, aucun flash, seulement avec la lumière du soleil qui s'apprêtait à se coucher. Et là, ici, vous voyez mon setup, comment j'ai été organisé. Donc, on s'est retrouvé comme sur une espèce de petite île sur ce lac-là. Souvent, je travaille avec le moniteur, comme vous voyez. Les yeux sont détectés en tout temps. J'ai eu aucun problème. Là. En tout cas, pour moi, c'est presque aussi bon que le Z9. Et ici, encore une fois, juste pour vous illustrer que parfois, on peut changer d'angle. Donc, j'ai tout simplement avec le même réglage au même endroit pour Mélanie. Et c'est juste moi qui s'est déplacé pour aller être en dehors du soleil qui se couchait. Donc, on voit là le résultat obtenu, toujours au flash. Maintenant, on passe à une session de maternité à l'extérieur en lumière naturelle. Donc, aucun flash, aucune lampe LED, vraiment 100% en lumière naturelle. Et vraiment, encore là, je vous le dis, j'ai eu des résultats là, tout à fait fabuleux. Sur la photo suivante, avec la clôture en fer forgé, donc j'ai joué avec les perspectives sur la première photo de gauche. Donc, et on peut voir là, que c'est une journée qui était très ensoleillée. Et bon, ma modèle était souvent là, bon, dans l'ombre, donc en contre-jour. Et c'est ça que je travaille lorsque je fais du portrait en lumière naturelle.
Même chose ici, je me sers du soleil comme flash, autrement dit, c'est que ma lumière secondaire, c'est le soleil par en arrière, et je prends ma lecture là, directement sur la peau de la personne, et on peut voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, ça va donner des hautes lumières brûlées, naturellement, parce que je suis en contre-jour, mais on choisit à ce moment-là un arrière-plan qui va être plus foncé, et ça détache notre sujet. Encore une fois, ici, toujours en contre-jour avec l'appareil et très bon comportement. Sur la dernière série, bien, je suis avec Geneviève. Nous sommes allés se promener dans le Vieux-Québec. Et là, vous allez voir, la première partie est sans flash avec seulement la lumière ambiante. Et encore là, les photos ont tous été prises au 85 mm, là, 1.8. Et à pleine ouverture, donc on est à 1.8 sur la photo de autant noir et blanc qui était en noir et blanc dans l'appareil photo. Par la suite, j'ai passé au mode portrait du Picture Control. Ici, c'est 10 000 ISO. Aucun traitement encore de bruit, sauf celui de l'appareil. Écoutez, on était entre deux buildings, c'était noir. Je vous le dis, là, c'était noir. Quand même des résultats surprenants. Même chose ici, on est en contre-jour, c'était à l'envers de où qu'on était dans l'escalier. Bon, à ce moment-là, c'était avec la clarté qui rentre entre les deux buildings, donc Geneviève s'est positionnée là. Et par la suite, après avoir été changé, on a fait une série avec son nouveau vêtement. Et sur les deux prochaines photos, bien là, je me suis amusé à 1.8, voir le bokeh, comment que ça se détachait. Et je vous le dis, cet objectif-là, pour moi, demeure mon objectif préféré pour le portrait. Surtout par rapport qualité-prix, bien c'est comme imbattable. Ici, derrière un arbre avec des lumières de Noël, encore dans le petit arbre sur la photo de gauche. Et par la suite, là, toujours à 1.8 dans la rue. Ensuite de ça, on a monté dans un stationnement. Et ça, c'est l'escalier qui nous mène extérieur. Et bon, je me suis mis à ras de la première marche. Et vous voyez comment que ça sort très, très bien. Même chose, ici, le soleil était beaucoup plus couché qu'on l'on voit, parce qu'on voit les lumières du Château Frontenac en arrière-plan qui sont allumées. Et vraiment, là, ça a donné des résultats là, fabuleux. Nous sommes rentrés dans le stationnement à l'intérieur, et là, c'est uniquement avec les lumières du plafond du stationnement et des lumières latérales aussi. Donc, comme vous voyez, là, j'étais à 1000 ISO et 2000 ISO. Et vraiment, là encore là, aucune difficulté là, au point de vue de l'éclairage et du comportement de l'appareil. Pour les photos suivantes, j'ai sorti ma lampe Viltrox K60 de 20 watts et j'avais amené un petit trépied de lumière, donc je m'en suis servi plus loin pour le fixer, pour éclairer Geneviève, parce que là, il commençait à faire très noir. Et ces deux photos-là, c'est pour vous montrer là, les photos que j'ai prises avec la lampe avant de poursuivre. Ici, je me suis servi de la lampe qui était placée là, vers l'avant de Geneviève, donc à 45 degrés de moi environ sur les photos, et avec les lumières qui étaient là, dans l'espèce de marche, bien, je trouvais ça intéressant, les lignes fuyantes. Maintenant, on est quasiment passé l'heure bleue, on peut le voir encore un petit peu en arrière du Château Frontenac. On avait des jeux, des fontaines d'eau, et là, Geneviève était en attente pour la fontaine d'eau, on est allé s'amuser là-dedans. Ici, à 3200 ISO, un petit truc, là. Lorsqu'on travaille en haut ISO, c'est d'avoir une lumière qui est contrastée par rapport avec notre ambiance. Même chose sur la photo suivante, comme on voit, là, malgré que c'est plus noir et que j'ai des ombres plus blanches en arrière, je suis capable d'aller chercher là, vraiment une belle lumière et un beau contraste, là, même si je monte dans les hauts ISO. La dernière photo où que Geneviève est venue s'installer là, au travers des petits jets d'eau. Donc, avant qu'elle se fasse mouiller, on peut voir le bas de ses jambes qui étaient quand même mouillées. Et vraiment, là, ça a été une soirée là, fabuleuse et on a eu bien du plaisir. Maintenant qu'on vient de voir les tests photos en diverses situations, je vais vous montrer maintenant une petite vidéo là, rapide sur la détection des yeux là, en faible luminosité. Donc, on regarde ça. Donc, on mesure la sensibilité du Z6 III, là, vraiment à faire la mise au point en faible lumière. Je suis présentement là, dans une pièce là, avec tous les rideaux fermés, donc vraiment très, très peu de lumière. Écoutez, je vois à peine moi-même. Et j'ai mis le Z30 qui filme à 1/125e de seconde
une ouverture de 1.2 et à 6400 ISO. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous voyez là à l'écran, c'est vraiment qu'est-ce que moi je vois. Et là, je vais allumer mon Z6 III. Et là, on va voir que je suis à 1 160e de seconde, 2.8 à ISO 12800. Donc, j'ai, oui, des différences parce que l'ouverture est moindre. Et j'ai fait exprès pour prendre une ouverture de 2.8, pour prendre une ouverture qui est trop grande, parce que souvent, on a des objectifs qui n'ouvrent pas à 1.8 ou 1.2. Donc, j'ai pris 2.8, qui est mon 105 mm macro. Et on va voir la capacité là, de faire la mise au point dans le noir. Et comme vous voyez, on voit les deux yeux. Et même si je prends une photo, vous allez voir, c'est très granuleux naturellement parce que, bon, c'est vraiment là, en très, très faible lumière. Donc, comme vous voyez, là, j'ai la tête du mannequin là, qui se trouve être dans le fond à droite de la caméra. Et si je reviens sur mon Z6 III, je rappuie sur mon déclencheur et je vais revenir faire ma mise au point. Je suis en mise au point manuelle. Donc, voilà. Et on peut voir sur l'écran, par contre, ça fausse un peu présentement, là, parce que c'est un peu plus foncé sur mon écran de Z6 III que vraiment à l'écran. Mais c'est juste pour vous indiquer qu'on est quand même capable de faire des photos vraiment à très, très, très faible luminosité. Je vous le dis, là, c'est très, très faible. Il est à noter dans la vidéo qu'on vient de voir, c'est que je n'avais pas enclenché l'assistance d'autofocus de l'appareil photo. Moi, c'est toujours à off parce que je trouve que ça peut être distrayant pour le modèle quand on fait de la photo. Donc, moi, autant sur mon Z6 II autrefois que sur mon Z9 ou celui-ci, c'est désengagé et on a vu là, que aucun problème pour le Z6 III à faire l'autofocus en très faible lumière. Maintenant, on va aller voir des séquences vidéo filmées avec le Z6 III et le Z30. Donc, pour voir les différences au point de vue du rendu des vidéos, oui, on compare un demi-capteur avec un plein capteur, mais c'est justement le fun de voir ça, de pouvoir se faire une idée de la dimension, de la profondeur des vidéos. Donc, on regarde ça. Donc, présentement, je filme avec le Z30 et le Viltrox 56 mm 1.7. Donc, on va voir la différence avec le Z6 III et je vais prendre le 85 mm 1.8, donc deux focales qui vont se rassembler parce qu'il y en a un qui est demi-capteur pour le Z30 et le Z6 III, bien lui, il est plein capteur. Donc, on regarde ça. Maintenant, je fais un test avec le Z6 III en train de filmer. Donc, avec le 85 mm, bon, la même ouverture à 1.8. Tantôt, j'étais à 1.7. Je suis à 100 ISO. Et avec les mêmes paramètres de micro. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Et vraiment, là, c'est excellent. Toujours au Z6 III. Cette fois-ci, j'ai augmenté l'ISO à 160 au lieu de 100 et mon ouverture à 2.5 au lieu de 1.8 avec toujours le 85 mm. Donc, c'est pour voir la profondeur de champ avec ce que j'ai en avant de moi. Donc, je trouvais qu'à 1.7, c'était un peu trop flou en arrière, le bokeh trop présent, si on veut. Donc, ici, à 2.5, on regarde ça ensemble. Donc, après avoir regardé mes différents tests, bien maintenant, je vais travailler à l'ouverture 2.5 au lieu de 1.8 avec le 85 mm monté sur le Z6 III parce que la profondeur de champ est meilleure au point de vue si j'ai, exemple, un boîtier, un appareil photo ou un autre produit, bien on peut voir plus en détail qu'à 1.8. Je filme en 1080p, 60 images secondes, donc j'ai une vitesse d'un 125e, ça ne change pas. J'ai les mêmes sources d'éclairage. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Bien, moi, j'utilise un moniteur externe, donc pour vraiment filmer. C'est un Viltrox, comme je vous ai déjà présenté. Et là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, normalement, autrefois, quand je n'avais pas de moniteur externe, je prenais mon petit écran que je dépliais vers moi. Donc, je peux toujours faire ça avec le moniteur du Z6 III. Et à ce moment-là, bien, ça va dégager, en enlevant le moniteur externe, bien, ça dégage le port HDMI, qui est un gros port, qui vient cacher l'image du petit moniteur.
Sauf que lorsque je travaille comme présentement, bien, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est de conserver l'écran sur rotule du Z6 III ouvert quand même. Pourquoi? Parce qu'en arrière de ça, il va y avoir de la chaleur qui s'accumule plus qu'on tourne longtemps notre vidéo. Et avec l'écran qui est ouvert, bien, ça va aider pour dissiper la chaleur qui s'accumule. Donc, vraiment un petit truc aussi, parce que j'ai remarqué ça, que si je laissais mon écran fermé, bien, ça chauffait beaucoup plus que si je le laissais ouvert. Donc, un petit truc en passant lorsqu'on fait de la vidéo. Et l'autre chose, comme je vous disais tantôt, bien au moins avec le moniteur externe, bien je vois le cadrage record qui m'indique quand que je filme. Et si je n'ai pas de moniteur externe, bien, ça sera indiqué sur l'écran de l'appareil du Z6 III. Donc vraiment, pour moi, là, les réglages parfaits là, pour que je vais maintenant utiliser là, en studio. Alors, comme on vient de voir, bien voilà la raison pourquoi que dorénavant, le Z6 III sera mon appareil pour tourner mes vidéos. Et en plus de ça, contrairement au Z30 qui est un demi-capteur, bien celui-ci, son capteur est stabilisé, donc encore des côtés positifs d'avoir cet appareil-là pour faire mes vidéos. Maintenant, on va passer, qu'est-ce qu'on entend beaucoup parler sur le net aussi, les fameux problèmes supposément du Z6 III de plage dynamique du capteur. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que le capteur qui équipe le Z6 III, c'est un nouveau capteur. Et vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, je ne me gêne pas si Nikon fait des gaffes ou s'ils sortent des choses qui n'ont pas de bon sens. Je vais le dénoncer, je vais le dire. Mais là, je pense qu'il y en a qui vont un peu trop loin par rapport au capteur comme tel. Parce que, bon, on va le voir, j'ai fait des tests qu'on va regarder ensemble. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est dans des situations extrêmes. Donc, oui, certains, comme ceux qui font de la vidéo en situation extrême, ça pourrait les toucher, effectivement, mais ça sera dans des cas extrêmes. Même, bon, j'ai suivi des Américains qui disent que pour eux, ça ne représente aucun problème parce qu'ils n'utilisent pas la fonction, je ne me souviens plus c'est quelle fonction N-Log, ou en tout cas, lorsqu'ils tombent dans cette situation qu'ils doivent récupérer une plage dynamique, pour eux, ils n'utilisent pas ça, donc ça n'a aucun problème. Donc, je ne m'aventurerai pas du côté vidéo, mais en photo, bien, j'ai fait des tests. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut balancer, il faut faire la différence dans un tout avec l'appareil photo. Parce que la photo, c'est pas la première fois que je le dis, c'est un monde de compromis. Et là, oui, le capteur, on va le voir, peut-être une petite perte de plage dynamique par rapport au Z6 II, mais personne ne parle de qu'est-ce qu'on gagne sur l'autre côté. Donc, je vous le dis, là, c'est vraiment fabuleux parce que, écoutez, le Z6 II, le gros problème qu'on avait, entre autres, avec le Z6 II, c'est que si je passais en obturateur électronique, je prenais des sujets à grand mouvement, bien, le sujet était déformé, comme par exemple un bâton de golf, un bâton de baseball. Bien, le bâton était courbé lorsque je prenais l'obturateur électronique à haute vitesse. Avec le Z6 III, écoutez, moi je l'ai testé, là, puis avec les skieurs, je me suis mis qu'on a vu dans les photos, je me suis mis en obturateur électronique. Les skis n'étaient pas déformés, j'ai eu aucune difficulté. C'est presque aussi bon que le Z9, là, en tout cas, moi, j'ai pas eu aucun problème de ce côté-là. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit, à qu'est-ce qu'on voit, puis aussi, est-ce que ça va s'appliquer à nous? Comme par exemple, d'aller chercher 6 stops de plage dynamique. Si j'ai allé chercher 6 stops dans une photo, je crois que la photo, elle est ratée au départ. Oui, il y a certaines occasions qu'on peut aller chercher des plages dynamiques dans des situations de paysage, par exemple, des trucs de même. Mais il y a des façons de faire qu'on peut aller récupérer. Mais il faut voir que la perte qu'on a eue sur un côté, qu'est-ce qu'on regagne sur l'autre côté? Et on est plus regagnant. Bien, c'est un petit peu ça que moi, je vous dis au point de vue de la plage dynamique. Moi, j'ai eu pas de difficulté comme telle. Je vous dirais qu'en bas de 800 ISO, lorsqu'on se retrouve, exemple, à 100 ISO, 200, 400, que je veux aller chercher des basses lumières,
bien, je pense que j'ai environ, je vous dirais, dans mes tests que j'ai faits, environ un demi-stop moins bon que le Z6 II. Et là, c'est vraiment quand même poussé assez loin. Donc, est-ce que je peux appliquer un traitement anti-bruit rendu là si jamais que j'ai une occasion d'avoir ça? Absolument. Donc, on a des portes de sortie quand même, mais comme je vous dis, n'oubliez pas une chose, on a le prédéclenchement qu'on n'avait pas dans le Z6 II, qui vient du Z9. Donc, je suis capable d'attendre un sportif sur la ligne de départ, un oiseau sur une mangeoire, sur une branche, et quand il part, commencer à prendre mes photos, et j'ai une seconde de photos préenregistrées qui vont s'enregistrer. Donc, c'est plein de choses comme ça qu'on va avoir qui est vraiment rajouté au Z6 III et qui en fait en sorte que je crois que Nikon ont quand même fait un bon choix en allant nous donner le meilleur des mondes et c'est toujours un monde de compromis. L'autre avantage également du capteur que Nikon a choisi, c'est lorsque je fais de la vidéo, avec le Z6 II, si je tassais de gauche à droite sur un sujet, bien j'avais un effet de jello qu'on appelle, là, de rolling shutter. Maintenant, comme vous voyez ici, je l'ai testé avec le Z6 III, absolument rien. Donc, vraiment, là, quand même très, très bien. Et je l'ai testé dans plusieurs situations et j'ai eu aucune difficulté. Donc, on passe maintenant aux photos que j'ai faites là, avec de la plage dynamique. Donc, je suis allé déboucher des basses lumières. Alors, la première des choses, c'est que j'ai plus de Z6 II, malheureusement. Donc, je n'ai pas pu faire les mêmes tests avec un Z6 II, que ça aurait été intéressant. Sauf que, quand même, je vous dirais que c'est de mémoire, c'est pas mal proche du Z6 II. Qu'est-ce que j'ai obtenu avec le Z6 III? Donc, j'ai pris ici ma tête de mannequin qu'on voyait tantôt dans la vidéo, là, en faible lumière. Là, j'ai rajouté un flash. Et la photo de gauche est correctement exposée à 100 ISO et la tête est agrandie à 150 %. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai sous-exposé mon flash de 3 stops et j'ai récupéré par la suite dans le Nikon NX Studio. On voit le résultat obtenu ainsi que le bruit obtenu sur la photo. Et de 4 stops, même chose sur la photo de droite, on voit là qu'est-ce que j'ai obtenu. Sur la photo suivante, je suis allé chercher dans mes archives une photo prise avec le Z6 II, donc à l'époque où je travaillais avec Marie-Claude, qui était une excellente modèle également. Et à ce moment-là, j'ai sorti une des photos que le flash ne s'était pas déclenché. Et j'ai pris une de mes photos prises avec Mélanie. Et qu'est-ce que j'ai voulu faire? Les photos qui se ressemblaient le plus. Et juste pour vous illustrer, là, bien, vous avez en médaillon le nom des fichiers. Donc moi, je donne toujours les 3 premiers caractères des fichiers, le nom de mon appareil photo. Donc c'est pour ça qu'on voit Z6 II et sur l'autre Z6 III. Donc pour moi, c'est plus facile justement lorsque je cherche des photos d'aller chercher la bonne photo. Et là, vous avez les données d'exposition sur chacune des photos. Et qu'est-ce que j'ai fait dans la photo suivante? C'est que je suis allé tout simplement augmenter de 3,5 stops dans NX Studio et récupérer l'intensité. Donc, c'est sûr que ma photo avec Marie-Claude était déjà plus foncée au départ. Donc, j'ai gardé quand même le même 3,5 stops pour les deux pour ne pas fausser. Et par la suite, j'ai agrandi à 200 % les photos. Et c'est pour vous illustrer, sur la peau, c'est un peu plus difficile à voir parce qu'on n'a pas la même intensité, mais si on regarde l'arrière-plan, vous allez voir que c'est quand même très proche. Là. On n'est pas là, à des années-lumière de différence entre les deux appareils. Et ici, c'est pour vous illustrer comment on peut récupérer. J'ai récupéré avec 3,5 stops la même photo que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci en balançant la lumière, et en mettant un peu plus de contraste et tout ça. Donc, comme on voit, on obtient un très, très bon résultat. Et finalement, j'ai repris d'autres photos, encore une fois, pour vous montrer la récupération. Donc, c'était une photo sportive qui était sous-exposée. Donc, j'ai pris 3 stops de récupération et j'étais à 100 ISO. On voit ici qu'à 3 stops, la différence au point de vue, encore là, du bruit obtenu. Donc, c'est quand même là, très minime, là. Et j'ai sorti encore une fois une photo au Z6 II avec 3 stops de récupération. Agrandie, cette photo-là, on voit à 200 %.
Et là, j'ai pris ma photo du skieur et du pot de fleurs qu'on voit là agrandi à 200% avec les 3 stops de récupération. Alors, comme on vient de voir, bien écoutez, le Z6 III, bien pour moi, si on peut dire peut-être un demi-stop de perte au point de vue de la plage dynamique, en tout cas jusqu'à 3, 4 stops, 5 stops. Je n'ai pas été plus loin parce que plus que ça, pour moi, je n'ai jamais été plus loin, même avec mon Z9, mon D850. C'est très, 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 très rare que je vais aller chercher au-dessus de 3 stops de récupération dans des zones ombragées ou de basse lumière. Donc, pour moi, les avantages de l'appareil en vaut grandement la perte de ce demi-stop, si on veut, de plage dynamique. Maintenant, une autre question qui m'a été posée à 2 reprises, c'est qu'il y en a qui rapportent que le Z6 III est plus bruyant lorsqu'on l'allume et qu'on le ferme que le Z6 II. Et je vais vous expliquer la raison. C'est très simple. Oui, il est plus bruyant, mais c'est la stabilisation de l'appareil photo qui fait ça. Donc, on sait que le capteur est stabilisé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un objectif sur l'appareil. Voilà. Et là, je vais allumer mon appareil dont la stabilisation est à sport. Donc, je peux l'avoir soit normal ou à sport, et on va écouter le bruit. Comme on entend, c'est plus bruyant. Maintenant, je vais venir dans la stabilisation, puis je vais venir enlever. On a entendu que c'est fermé, et là, il est enlevé, mon appareil est allumé, je vais le fermer. Donc, on n'entend presque plus rien. Le seul petit clic qu'on entend, c'est le capteur qui se verrouille. Voilà. Donc, c'est la stabilisation qui fait ça, et possiblement que c'est rattaché avec la vibration maintenant qui est décentrée. Hein? Et là, je ne suis pas expert en la matière, mais on sait que le Z6 III maintenant est comme le ZF, c'est-à-dire que la stabilisation suit le point d'autofocus. Donc, contrairement au Z9, où que la stabilisation, elle, est toujours au centre, même si mon point d'autofocus est dans le coin. Bien, maintenant, avec le ZF et le Z6 III, si mon autofocus est ici, par exemple, comme vous voyez, bien, la stabilisation va aller là. Et là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ferme l'appareil? La stabilisation revient se placer et va venir verrouiller le capteur. Donc, c'est ces bruits-là qu'on entend et c'est un petit peu plus fort, mais rien d'alarmant, là. Et personnellement, ça c'est un goût bien personnel, je préfère avoir un capteur qui est verrouillé, contrairement au ZF où que lui, lorsque on le brasse comme ça ici, on entend cloc, 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 parce que le capteur n'est pas verrouillé. Donc, pour moi, ça en fait un appareil un peu plus robuste là, pour ce qui est du Z6 III à ce niveau-là. Maintenant, les points forts et les points faibles. Tout d'abord, les points forts, bien, je vous dirais que l'autofocus est quand même excellent. Écoutez, moi, je me suis mis en face des skieurs et ça l'a accroché. Et aussi, ça va avec le type d'objectif. Hein. J'ai le 180-600, j'avais une meilleure performance qu'avec le 28-400, qui est un peu normal. Il y en a un qui est 8 d'ouverture, alors que l'autre est à 6,3 lorsqu'on parle d'ouverture la plus grande à la plus longue longueur de focale. Et ensuite de ça, même chose, lorsque je tombe avec le 85 mm 1.8 ici, bien, lorsque je suis allé faire mes tests de portrait, j'ai eu pratiquement aucun déchet non plus. Donc, vraiment, un très bon comportement. Ce n'est pas aussi colleux qu'on pourrait dire que le Z9 va avoir, mais le Z9 coûte 2 fois le prix de celui-là aussi. Donc, j'espère que le Z9 a des petites choses supérieures. Mais je l'ai trouvé quand même très bien. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il va faire que s'améliorer avec les firmware qui arrivent. Donc, oui, il peut avoir des petits bugs, des trucs, mais soyez assurés que l'autofocus sera amélioré dans les firmware à venir. Ça, c'est assuré. L'autre point fort qu'on ne parle pas pratiquement, c'est son viseur. Écoutez, le viseur électronique dans cet appareil-là est tellement lumineux, tellement net, précis. J'aimerais l'avoir sur mon Z9, tellement que c'est vraiment, on est ailleurs. Une autre chose que, j'aime mieux avoir sur cet appareil-là, puis perdre encore un demi-stop de plage dynamique, comme on disait tantôt. C'est un autre de ces points forts là, qui est vraiment là, fabuleux sur le Z6 III. On a une stabilisation de 8 stops avec l'appareil photo, exemple avec le 24-120 lorsqu'il est à 120 mm. Donc, c'est quand même là, pas rien. Encore une belle progression.
Au point de vue des ISO, bien, je vous dirais qu'on n'est pas loin du Z6 II. Au point de vue des performances dans les hauts ISO, moi, je n'ai pas vu une grosse différence. Là, on ne parle plus de plage dynamique, mais proprement dit, juste de ISO. Là. Donc, moi, je vais monter ça jusqu'à 12 800. Puis, je ne pourrais pas dire là, que, bon, à l'œil nu, là, le Z6 III est moins bon que le Z6 II. C'est pas mal proche. C'est pas meilleur, par contre, que le Z6 II, mais c'est vraiment là, très similaire. Comme je vous disais, son obturateur électronique qui fait de sorte que lorsque je prends des photos avec cet obturateur-là à haute vitesse, bien, je n'ai pas de déformation. Donc, ça veut dire que la capacité de lecture du capteur est très, très rapide. Donc, on se rapproche beaucoup plus du Z9, du Z8 que du Z6 II. Là. On est vraiment ailleurs. Donc, il faut se dire les vraies choses. Et l'autre chose, qu'il y en a qui n'aimeront pas, mais que moi j'adore, c'est bon, vraiment l'écran. Écoutez, autrefois, ça ne me dérangeait pas, je me roulais à terre, je pouvais faire un paquet de choses. À mon âge maintenant, bien, on veut économiser nos vieux os, fait que je suis rendu que j'adore jouer et photographier avec le moniteur. Donc, ça me permet de venir très, très bas sans me coucher et d'avoir vraiment un bel angle de vue sur le moniteur. Même chose lorsque je suis en haut comme ça. Même chose quand je filme mes vidéos, quand je n'ai pas mon moniteur externe. Donc, vraiment, c'est un genre d'écran que moi, j'adore. Mais encore là, c'est un goût personnel. D'autres n'aimeront pas du tout les écrans là, sur rotule comme ça ici. L'autre avantage aussi du Z6 III que j'ai trouvé, c'est que, bon, le Z9, on va avoir un mode animal, un mode pour les oiseaux. Donc, le mode animal comprend les oiseaux aussi, mais le mode oiseau est vraiment plus précis encore, juste pour les oiseaux. Lui, il n'a pas ça, mais par contre, je peux vous dire, quand vous avez vu mes tests, que même s'il est dans le même mode que animaux, bien, même si j'ai un oiseau puis un mammifère, il est capable de passer d'un à l'autre très rapidement. Et je n'ai pas eu aucune difficulté là, à perdre des oiseaux. J'ai pris des colibris, un paquet de trucs, et ça suivait tout le temps. Vraiment, là, j'ai resté surpris du comportement. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi bien là, avec les oiseaux. Mais c'est vraiment, encore là, je pense, une bonne recette que Nikon a trouvée là, pour le mode des animaux. Est-ce qu'on verra un mode pour les oiseaux encore spécifique d'un prochain fais-moi? Je ne le sais pas. Mais déjà, en partant, là, c'est quand même là, un excellent rendement. On va avoir aussi dans les réglages personnalisés sous D5 la temporisation pour la prise de vue lorsque je fais de la longue exposition. Donc, on retrouve ça dans le Z6 III. Donc, ça me permet, là, au lieu de mettre ma minuterie puis d'avoir la lumière ou le bébé, bien, je peux, à ce moment-là, tout simplement engager ça, de dire, bien, je veux une demi-seconde, une seconde, je prends la photo et tout se fait après le laps de temps que j'ai programmé dans l'appareil. Donc, vraiment, encore là, un autre avantage qu'on retrouve dans le Z6 III maintenant. On a le trackpad, hein, ici, moi j'appelle ça un trackpad, l'écran aussi, parce qu'on peut venir assigner une partie de l'écran pour venir jouer sur notre point autofocus. Donc je peux venir avec mon pouce ici, pendant que je regarde au viseur, venir positionner mon point autofocus. Donc ça vient du ZF, cette fonction-là, et on retrouve, donc encore là, un plus à avoir avec le Z6 III. Pas de rolling shutter comme je vous expliquais tantôt, et aussi la grippe qui est plus profonde. On a une meilleure prise en main que le Z6 II. Et moi, j'ai rajouté une petite plaque ici en L, que j'ai enlevé le bout L ici de Small Rig, que j'ai fixé sur mon Z6 III. Et vraiment, là, mon petit doigt vient s'appuyer là, au lieu d'être dans le vide. Donc, vraiment excellent. Et c'est arc à suisse, donc je peux passer sur un trépied à un autre trépied rapidement. D'ailleurs, je vous réserve une quatrième vidéo qui n'était pas prévue, mais que je vais venir vous présenter des accessoires pour le Z6 III. Ça ne sera pas une longue vidéo, mais ça sera intéressant à découvrir. Donc, ça, c'est pour les points forts du Z6 III. Maintenant, les points faibles. Certains diront que l'appareil n'est pas muni d'un bouclier ou d'un protecteur de capteur. Bon, je vous dirais qu'au départ, moi aussi, j'étais un peu réticent lorsque Z6 II est arrivé et qu'on n'avait pas ça, parce que je n'étais pas capable de nettoyer mes capteurs moi-même. J'avais un peu la crainte de le faire. Maintenant, je le fais moi-même, mais c'est avec les bons kits comme on vend chez Love Photo, par exemple, bien, vous pouvez le faire vous-même
et c'est très facile, très rapide. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème comme tel. On va prendre certaines dispositions. Par contre, si je vais sur le bord de la mer et qu'ils vendent un leurre marin, bien, je vais plutôt me mettre, essayer de me protéger pour faire le changement d'objectif si j'ai le besoin. Mais sinon, dans l'utilisation quotidienne, je n'ai aucune difficulté et c'est rapide d'accès, comme je vous disais, pour le nettoyer. Les autres points négatifs, bien, on va avoir, comme je vous avais expliqué, l'attache ici triangulaire qu'on met nos courroies. Bien, lorsqu'on rouvre la porte, elle vient appuyer sur cette attache-là. Donc, on ne peut pas avoir accès complètement à notre carte mémoire. Il faut vraiment soulever et là, on peut aller chercher notre carte mémoire. Moi, je vous dirais que je me suis vite habitué maintenant. Fait que lorsque je le fais, j'envoie mon doigt comme ça ici et voilà, c'est fait. Donc, c'est uniquement ça ici qui n'est pas ergonomique, si on veut. L'autre chose aussi, c'est on n'a pas de témoin lumineux comme le Z30. Je vous montre une petite vidéo là-dessus où on peut voir que le Z30, lorsque je commence à filmer, j'ai une lumière, un témoin lumineux qui allume sur mon appareil photo et là, ça confirme que je suis bel et bien en train de filmer, alors que le Z6 III, lui, n'a pas ça. Donc, il faut que je m'assure d'envoyer le petit écran vers le devant, vers moi, pour voir le cadrage rouge record s'allumer, ou encore si j'ai un écran externe, bien à ce moment-là, je vais pouvoir le voir sur mon écran externe. Donc, je ne sais pas si ça serait possible chez Nikon de faire ça, mais le témoin lumineux qui est ici, là, qui sert pour l'assistance autofocus, je ne sais pas s'il pourrait juste, bon, par programmation, au lieu qu'il soit allumé à 100 qu'il le fasse allumer à, je ne sais pas moi, 20 et qu'il soit allumé lorsqu'on filme. Ça pourrait être, en tout cas, je ne suis pas technicien, mais je serais curieux de savoir si ça pourrait se faire ou non. Donc, ça serait intéressant d'avoir ça dans un prochain firmware, si c'est faisable. L'autre chose, au prix que sont les appareils chez Nikon, la chose que je vous ai déjà parlé il y a quelques années là-dedans, que c'est toujours pareil, ce sont les portes des compartiments à batterie. Écoutez, c'est fait cheap, c'est vraiment fait là, de basse qualité. C'est seulement deux petits œillets en plastique. Et quelqu'un qui a la grippe, par exemple, qui s'achète une grippe, bien, il faut l'enlever pour pouvoir rentrer la grippe. Parce qu'autrefois, sur les anciens appareils, comme mettons le D850, on pouvait laisser notre porte fermée, mettre la grippe par-dessus. Maintenant, on doit l'enlever parce que ça rentre jusque dans le compartiment à batterie. Et plusieurs les cassent. Régulièrement, j'en vois là, qui ont cassé ça. Alors que si on regarde, comme sur la photo ici, chez Canon, par exemple, bien, on va avoir un loquet monté sur un ressort. Et là, bien, on a tout simplement un petit loquet, on tire là-dessus et la porte se détache facilement et on peut la remettre en place. Ça serait vraiment peu coûteux d'offrir ça, mais ça serait drôlement plus solide que cette petite porte-là, là, avec les deux petits coins. Moi, ça m'est, sur le Z6 II, ça m'est arrivé 2 fois de le casser. Donc, c'est quand même, bon, 15 $ à chaque fois. Là, ça serait quand même bien qu'ils pensent à remplacer cette porte-là par une meilleure porte d'accès. Et l'autre chose, c'est justement la batterie grip ou la poignée. Bien, chez Canon, bien, eux autres, ils conservent la même poignée de génération en génération, souvent pour 2-3 générations d'appareils photo. Nous, on change les poignées à chaque génération de photos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde, par exemple, la grippe du Z8, bon, on va voir qu'elle coûte 480 $, alors qu'il y a des grippes chinoises maintenant qu'on peut avoir à 150 $. Sur le D850 que j'avais 2 grippes chinoises sur chacun des boîtiers, puis aucun temps, j'ai eu des problèmes. Donc, alors que si on offrirait une grippe qui serait compatible pour les futures générations, peut-être je serais là à ce moment-là vraiment plus apte à investir le montant puis d'aller vraiment vers une grippe Nikon. Donc, ça serait une chose que Nikon pourrait, encore là, c'est pas la première fois que j'en parle, mais de commencer à penser à garder la même grippe pour les générations futures. La plage dynamique, on en a parlé. Il y en a que pour certains, un demi-stop ou un stop, dépendamment comment on mesure ça, ça peut être désavantageux. C'est à vous à voir si pour vous c'est un désavantage ou non.
Bien, je vous le dis, moi, tous ceux qui ont un Z6 III, que j'ai posé la question, personne ne s'en était rendu compte. Donc, ce n'est pas quelque chose que la majorité des photographes vont se servir beaucoup, mais ça sera à vous de voir si pour vous c'est un point faible ou non. Pour moi, ça n'en est pas un parce que les autres avantages là, viennent compenser pour cette petite perte-là. Et le dernier point, bien, c'est comme je vous ai parlé déjà dans les autres vidéos, on n'a pas de chargeur, donc il faut charger la batterie directement dans l'appareil. Donc pour moi, écoutez, ça serait quoi de fournir ces petits socles-là pour 2 batteries qu'on branche à un chargeur mural qu'on a déjà amplement avec plein de choses à la maison. Donc, ça serait, là, ça coûte, écoutez, il n'y a rien là-dedans, là. Ça ne coûtera rien faire ça, puis ça serait quoi de fournir avec le Z6 III et les autres prochains appareils, ce genre de petits trucs-là. Et laissez-nous le soin d'acheter les blocs charge qu'on branche au mur. Et vraiment, les gens seraient vraiment ravis. En conclusion, bien écoutez, pour moi, c'est vraiment un appareil performant. J'ai aucune difficulté. Demain matin, comme je vous l'ai dit tantôt, si je tomberais plus de Z9, puis je tomberais uniquement avec cet appareil-là, je serais vraiment là, satisfait de continuer à faire ma photo avec cet appareil-là. L'autofocus est excellent. Beaucoup de choses qu'on retrouve du Z9, du Z8 dans cet appareil-là. Je vous le dis, c'est beaucoup plus proche d'un Z8 mini que du Z6 II. On retrouve les U1, U2, U3 qu'on n'a pas sur des Z8, des Z9. Donc, vraiment, pour moi, là, c'est un appareil qui est quand même assez complet. Et pour ce qui est du prix, à 3 400 $ que vous retrouvez chez L'Or Photo. Et n'oubliez pas, si vous les contactez, bien, de mentionner Jean Photomode, vous pourriez peut-être avoir droit à des rabais. Et cet appareil-là s'adresse autant à des photographes comme moi qui ont un Z9, qui veulent un deuxième appareil comme backup ou de réserve. Et pour ceux qui veulent comme appareil principal, bien oui, absolument. Écoutez, 24 mégapixels, pour beaucoup de monde, c'est amplement. Et on a une très belle montée en haut ISO. Et en plus de ça, qu'est-ce que Nikon nous réserve avec les futurs firmware? Écoutez, moi, le Z9, lorsque je l'ai eu, c'est un peu comme si je comparerais un D4S avec le D6. On a tellement évolué avec le Z9 depuis sa sortie, bien, je pense qu'on va pouvoir voir des belles choses progresser dans le Z6 III parce que c'était la chose qui était reprochée le plus à Nikon, soit de ne pas avoir la possibilité d'avoir des gros firmware, des grosses mises à jour continuelles sur le Z6 II, alors que maintenant, avec la puce du Z9 embarquée dans le Z6 III, bien, ça laisse la porte à vraiment des améliorations futures. Et là, Nikon, la balle est dans votre camp de sortir vraiment des bonnes mises à jour de firmware pour venir encore augmenter l'appareil photo et ses performances, soit autant pour l'autofocus comme pour le prédéclenchement. Plusieurs voudraient avoir le prédéclenchement en RAW, donc présentement on a seulement des JPEG. Peut-être qu'on verra ça apparaître, ça sera à voir là, dans un prochain firmware. N'oubliez pas de sauvegarder vos menus une fois que vous avez programmé votre appareil. Je ne le dis pas assez souvent encore, mais allez sur une carte mémoire, comme je vous ai déjà montré dans la deuxième vidéo, enregistrez vos réglages. C'est tellement rapide et ça vous évite un paquet d'ennuis. Et finalement, pour ceux qui n'ont pas eu mon guide personnalisé, gratuit, bien c'est dans la deuxième vidéo du Z6 III. Allez au bas, là, dans la section commentaires, vous cliquez sur plus, ça rouvre le texte et là, dans le bas, vous allez voir un lien Google. Vous cliquez là-dessus et vous téléchargez gratuitement le document. En conclusion, bien écoutez, c'est vraiment un appareil là, excellent. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça devient pour moi un appareil non seulement là, pour filmer mes vidéos et tout ça, non seulement comme un second appareil en backup à mon Z9, mais aussi mon appareil principal de tous les jours. Lorsque j'ai les fêtes des petits-enfants, des trucs comme ça, bien, ça va être mon appareil là, de tous les jours que je vais avoir à utiliser, qui est beaucoup plus petit, plus léger aussi que le Z9. Donc, a ses avantages. Le Z9 a ses autres avantages. Donc, vraiment, pour moi, là, si quelqu'un cherche un appareil avec plusieurs facettes du Z8, du Z9, bien, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent appareil. Et comme je vous disais, bien, je vous reviens là,
en peut-être une couple de semaines, je reçois des nouveaux accessoires de chez Think Tank Photo, entre autres, que je vais tester pour le Z6 III, dont un sac à dos là, conçu exprès pour les sans miroirs et plusieurs autres accessoires. Donc, je viendrai vous présenter ça dans une 4e vidéo et bien, on pourra regarder là, tous les avantages de ces accessoires-là. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici et on se revoit là, très bientôt pour une prochaine vidéo.